La psychiatrie est malade en France. Abandonnée par les pouvoirs publics, elle est dans un état lamentable. Elle est devenue le parent pauvre de la santé dans notre pays. Pas ou plus de moyens, pas de boussole. Pourtant, les besoins de soins et d'accompagnement sont immenses. Le nombre de malades et les cas explosent, en particulier depuis la crise et les confinements du Covid. Résultat, les malades et leurs familles sont abandonnés. La santé mentale est un enjeu majeur, insuffisamment dit, assumé dans notre pays. Mais les faits sont là. On voit très clairement que les moyens mis pendant longtemps n'ont pas été à la hauteur. J'ai une mère qui a, pendant 35 ans, été présidente en Savoie d'une association qui existe au niveau national, qui est l'UNAFAM, l'Union nationale des amis et familles de malades mentaux. Je voudrais que la santé mentale soit la grande cause nationale en 2025. Dans ce champ dévasté qu'est la psychiatrie en France, on observe parallèlement, c'est un énorme paradoxe, les grands groupes privés de la santé lucrative à l'affût, tenter de mettre la main sur ce qui est pour eux un marché très rentable. Parmi eux, on retrouve un nom, celui d'un opérateur, Emeis. Ce nom ne vous dit rien ? C'est pourtant un acteur majeur de la santé privée qui réalise 5,6 milliards de chiffre d'affaires et qui est coté en bourse. Une multinationale dont les Français ont beaucoup entendu parler ces dernières années. Jusqu'en 2024, Emeis s'appelait Orpea. C'est ainsi que le groupe a été rebaptisé pour tenter de faire oublier l'énorme scandale lié à son nom. De nouvelles informations accablantes contre Orpea. C'est le livre choc de Victor Castanet, le journaliste qui a enquêté pendant 3 ans. Les groupes privés, encore une fois, ont profité et de l'argent public et du fait qu'ils ne soient pas contrôlés. On s'est rendu compte que Orpea était d'abord une agence immobilière. Vous avez montré du visage d'un groupe privé lucratif qui a probablement fait sa fortune sur l'infortune des résidents dont elle était censée s'occuper. Quand on parle d'or gris, c'est une réalité. Nous sommes en mesure aujourd'hui de vous dire que l'État porte plainte. La journaliste Laurence Deleur a consacré un documentaire remarqué à la situation de la psychiatrie en France, de la pédopsychiatrie, diffusé récemment par France Télévisions. Pour Blast, Laurence Deleur a mené l'enquête sur les ambitions du secteur privé et en particulier du groupe Emeis, l'ex-Orpea, donc pour comprendre comment la multinationale est partie aujourd'hui à la conquête de ce nouvel Eldorado. L'irruption de cet acteur qu'on connaissait sur le créneau des personnes âgées et des EHPAD en dit long, très long, sur la financiarisation de la santé. J'ai commencé à enquêter là-dessus par le biais d'un documentaire que j'ai fait pour France 5 qui s'appelle SOS Jeunesse en détresse, qui a été diffusé dernièrement. Et ce documentaire s'attache à décrire le manque de moyens de la pédopsychiatrie publique en France, qui est assez abyssal. Je me levais avec l'envie de mourir, je me couchais avec l'envie de mourir. La jeunesse appelle à l'aide. C'est une souffrance en fait qui est permanente. Elle a fait une grosse tentative de suicide. C'est tellement difficile. Les soignants lancent un cri d'alarme. On est sous pression maximale. On a alerté qu'on a des droits dans le mur et le mur aujourd'hui on se le prend en pleine face. Je me suis intéressée à la pédopsychiatrie, surtout, et pas à la psychiatrie adulte. J'étais frappée de découvrir à quel point la situation était dramatique, c'est-à-dire qu'il y a des enfants en France qui sont laissés sans soins psychiques. Et c'est très grave parce qu'un enfant sans soins pendant des mois, voire des années, sa situation, sa santé va s'aggraver. Et ça va devenir un cas pour un hôpital psychiatrique adulte qui va être encore plus compliqué à gérer. La situation, c'est qu'il y a 600 pédopsychiatres en France, à peu près. Donc, il y a des départements entiers qui n'ont plus de pédopsychiatres et qui n'ont plus non plus de lits. Parce qu'en fait, dans les années 80, la France a décidé de fermer des lits dans l'idée qu'on allait développer une politique ambulatoire en dehors des murs de l'hôpital pour favoriser la proximité avec la société, le maintien dans la société. Ce qui, au départ, était une très bonne idée favorisée par tous les psychiatres. Les psychiatres étaient d'accord avec cela, soutenaient ce projet. Le problème, c'est qu'on n'a pas mis les moyens dans les soins ambulatoires, dans les CMP, notamment les centres médico-psychologiques, qui sont devenus vraiment au cœur de cette politique ambulatoire. On n'a pas mis les moyens suffisants. Donc, d'un côté, on a enlevé des lits, et de l'autre, on n'a pas mis assez de moyens. Et au fur et à mesure que la demande en soins a augmenté, et notamment, on l'a vu, après les confinements liés au Covid, la demande a explosé, notre jeunesse va très mal, et le fossé s'est creusé, en fait. Lors de mes échanges avec différents interlocuteurs, j'ai échangé avec des gens qui se trouvaient à Strasbourg, de l'hôpital public de Strasbourg, et ils m'ont parlé d'un projet de clinique privée à Schiltigheim, à côté de Strasbourg,
qui leur semblait démesuré parce que c'était un projet de 80 lits. Et c'est vrai que 80 lits, à l'époque où on favorise l'ambulatoire, surtout pour les jeunes mineurs et les jeunes adultes, ça paraissait un petit peu anachronique comme projet. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Quand j'ai commencé à regarder de quoi était fait ce projet, je me suis rendu compte que ce projet était né d'une alliance un petit peu étonnante entre Clinéa, qui est la filière sanitaire d'Orpea, qui est devenue Emeis, et un autre acteur, Clinipsi, qui est connu de Blas parce que vous avez enquêté sur Clinipsi dans la région Rhône-Alpes. Alors que la région est parfaitement pourvue en cliniques psychiatriques, Jean-Yves Graal décide de la fermeture de l'une d'elles en Savoie pour permettre à la société Clinipsi Icoe d'ouvrir une clinique privée à Lyon. Donc cet acteur en Rhône-Alpes est connu pour avoir eu des autorisations par des fonctionnaires de l'ARS Rhône-Alpes qui ensuite sont allés travailler dans des filiales de Clinipsi. Bon, le parquet national financier enquête là-dessus. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ces deux noms accolés l'un à l'autre, j'ai un petit peu tiqué et je me suis dit qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? C'est une alliance étonnante que deux acteurs qui sont concurrents, Clinéa, donc branche d'Orpea, devenue Emeis, et Clinipsi, s'allient pour monter une clinique. C'est un peu comme si Intermarché et Leclerc montaient un supermarché ensemble. Moi, j'ai jamais vu ça, donc je me suis interrogée sur cette alliance. Il se trouve que depuis, Clinipsi s'est désengagé du projet. Ce que des sources m'ont donné comme information, c'est que cette alliance aurait servi à Orpea à se dissimuler un petit peu, si vous voulez, derrière le nom de Clinipsi et à obtenir peut-être plus facilement des autorisations parce qu'un petit groupe privé lucratif comme Clinipsi aurait une moins mauvaise image auprès des agences régionales de santé. Et ce que j'ai découvert, c'est que à Strasbourg, cela faisait au moins depuis 2007, donc on en est à quasiment une vingtaine d'années, que Emeis cherche à ouvrir une clinique psychiatrique, notamment pour des adolescents et des jeunes adultes. Donc je me suis procuré des documents qui montrent que dès 2007, un directeur médical de Clinéa souligne qu'il souhaite déposer un projet au nom d'Orpea d'une demande d'autorisation de clinique psychiatrique. Un autre document en 2012 dit que Orpea dépose à nouveau une demande d'autorisation. À l'époque, l'ARH, l'Agence régionale d'hospitalisation, qui est devenue ARS, leur a refusé cette autorisation. Ce qu'on peut constater, c'est qu'Orpea a essuyé au moins 2 refus pour ouvrir cette clinique psychiatrique. Donc d'un côté, voilà, il y aurait une alliance entre eux pour obtenir des autorisations pour Orpea, et de l'autre côté, laisser un peu les coups des franches à Clinipsi pour ouvrir des hôpitaux de jour. Ce qu'on constate, c'est que Clinipsi a vendu ensuite des établissements psychiatriques à Orpea et s'est concentré effectivement sur des hôpitaux de jour, donc de l'ambulatoire, qui est beaucoup moins difficile à monter, ça coûte beaucoup moins cher de construire des hôpitaux de jour, il y a besoin de beaucoup moins de personnel et c'est extrêmement rentable. La question se pose de savoir si Clinipsi a été un petit peu le cheval de Troie d'Orpea dans cette affaire. J'ai sollicité Emmanuel Masson, qui était à l'époque le directeur général de Clinéa, la branche sanitaire d'Orpea. J'ai sollicité Laurent Moraz, qui est le responsable de Clinipsi. Pour l'instant, Laurent Moraz ne m'a pas répondu. Emmanuel Masson m'a répondu. Et il indique que ce qu'ils ont voulu faire, c'est un projet de soins-études, et que c'est pour cette raison qu'ils se seraient associés à Clinipsi, à son expertise. Je n'ai pas connaissance à ce jour d'un projet de soins-études antérieur à cela qu'aurait mené Clinipsi, qui reste à documenter. Ça me semble un petit peu insuffisant comme argument pour justifier d'un projet de clinique ensemble. Les ARS voient énormément de dossiers défiler. Donc, est-ce qu'elles se sont rendues compte de cette alliance étrange ? La question se pose. Le secteur privé lucratif, il va toujours dans les failles du public. Donc, ça n'est pas nouveau que le secteur privé lucratif s'intéresse à la psychiatrie. La psychiatrie, c'est un des secteurs de la santé les plus rentables. Il y a un rapport récent du Sénat qui dit que c'est un secteur où on fait des marges entre 5 et 8%, ce qui est beaucoup dans le secteur de la santé. Mais au fur et à mesure que la psychiatrie publique s'enfonce, le secteur privé lucratif, il voit une chance, entre guillemets, de se développer. C'est logique. L'adresse qui s'occupe des statistiques du ministère de la Santé notamment indique qu'en 1975, le secteur privé lucratif possédait 11% des lits. Aujourd'hui, c'est
plus de 30%. Moi, j'avais constaté ça déjà dans le secteur des EHPAD. J'avais fait un documentaire qui s'appelle Hold Up sur les vieux pour Arte et qui détaillait comment le secteur privé lucratif en Europe, après l'affaire Orpea liée au livre de Victor Castanet, s'emparait de ce secteur et s'occupait de ces personnes âgées. Mais il faut savoir qu'en France, c'est l'État, le gouvernement, qui a décidé à un moment donné d'ouvrir les vannes dans les années 80 parce que les EHPAD étaient vieillissants, il y avait besoin d'en construire de nouveaux, il y avait besoin de les rafraîchir, ça coûtait beaucoup d'argent, et le secteur privé a dit on est là, on peut faire moins cher, plus vite, etc. Et dans le secteur de la psychiatrie, c'est exactement ce qui se passe aussi. C'est-à-dire que le privé lucratif voit que la pédopsychiatrie est à terre et il postule à des appels à projets. Il n'y a rien d'illégal à cela, hein. Et les agences régionales de santé, c'est là que c'est intéressant. Les agences régionales de santé étaient, il y a une vingtaine d'années, plutôt réticentes à ouvrir la psychiatrie au secteur privé lucratif. Et au fur et à mesure que le public ne peut plus assurer ses missions puisqu'il n'a plus les moyens, elles disent toutes, on va laisser le secteur privé lucratif prendre des parts, prendre des lits, ouvrir des cliniques, ouvrir des hôpitaux de jour, parce que les besoins sont immenses. C'est vrai que les besoins sont immenses, mais il faut s'interroger sur la manière dont tout ça est arrivé, en fait. 4 ans plus tard, la psychiatrie demeure en état de crise profonde, alors même que notre santé mentale se dégrade. Plus 77% d'épisodes dépressifs chez les 18-24 ans, plus 133% d'hospitalisation pour tentative de suicide ou automutilation. Mais en face, l'hôpital public voit lui ses moyens diminuer, avec une perte nette de presque 7000 places de prise en charge psychiatrique à temps complet en l'espace de 15 ans. À Strasbourg, il y a des hôpitaux publics, notamment les HUS, les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et le secteur de la pédopsychiatrie, il y a des bâtiments qui sont complètement vétustes, qui sont isolés, qui sont dans des préfabriqués. Et ça fait 15 ans, la chambre d'isolement n'est pas aux normes. L'IGAS, l'inspection des affaires sociales, a dit qu'il fallait en urgence les déménager parce qu'il y avait des risques incendie. Et ça dure depuis des années. Et ils sont toujours, à l'heure actuelle, dans ces anciens locaux. Il y a un déménagement qui vient d'être annoncé, mais au bout d'une quinzaine d'années. Et donc, la maire de Strasbourg, qui est présidente du conseil de surveillance de cet hôpital public, elle voit d'un côté son hôpital public qui va très mal et qui manque de moyens, et de l'autre, un projet de clinique privée qu'elle considère comme effectivement surdimensionné. Donc, elle, ce qu'elle dit, c'est aidons plutôt l'hôpital public. Et elle appelle les pouvoirs publics. Elle a écrit à la ministre de l'époque, Catherine Vautrin, qui était ministre de la Santé jusqu'à il y a peu encore, en leur demandant de défendre l'hôpital public plutôt que de donner d'énormes moyens à ces cliniques privées lucratives qui vont essentiellement attirer des médecins. Il y a aussi, il faut le dire, je pense, une forme de lobbying assez puissant de grands groupes privés. L'État est à nos côtés, mais il est aussi aux côtés de projets privés de grande envergure sans forcément interroger le déséquilibre que cela peut produire. Elle ne dit pas qu'il ne faut pas du tout ouvrir de lits dans le secteur privé lucratif. Ce qu'elle souhaite, c'est qu'on mette d'abord les moyens dans l'hôpital public au lieu de l'asphyxier et d'ouvrir grande la porte au privé. Donc c'est pour ça qu'elle s'est battue contre ce projet de clinique psychiatrique privée et qu'il y a eu autant de débats au sein du conseil municipal. On manque de médecins cruellement, on manque de pédopsychiatres, on manque de psychiatres. On ne va pas les inventer. Donc, qui va aller travailler dans ces cliniques psychiatriques privées ? Forcément, il y aura des médecins du public qui vont y aller. Et d'ailleurs, à Nancy, c'est ce qui s'est passé. Je me suis procuré un courrier qui date de 2022 où les hôpitaux publics dénoncent à l'ARS le fait qu'une clinique Emeis, qui est installée près de Nancy à Toul, a débauché 5 médecins à l'époque du public. Donc, c'est pas une invention, c'est concret. Il y a eu au moins 5 médecins qui ont été débauchés. Donc là, vous imaginez une clinique psychiatrique de 80 lits avec 2 hôpitaux de jour. Forcément, ça va attirer des professionnels du secteur public. Donc c'est ça qui inquiète la maire de Strasbourg, Jeanne Barséguian, c'est que ça enfonce encore plus l'hôpital public. Ça s'est fait au fil du temps, tout ça. Au départ, on a présenté l'offre privée comme complémentaire du public. Et c'est encore comme ça qu'elle se présente et que les agences régionales de santé la présentent. Le problème, c'est qu'elle remplit pas les mêmes missions
que le public. Elle les remplira sans doute jamais, à savoir faire de l'hospitalisation sous contrainte, ce qui prend du temps et ce qui coûte cher parce qu'il faut plus de moyens, plus de personnel. Dans le projet Europsy, au départ, c'était mentionné qu'il ferait peut-être de l'hospitalisation sous contrainte, ça a complètement disparu. En ce qui concerne les urgences, dans le projet Europsy, ce sera de gré à gré, c'est-à-dire que le médecin du public va appeler son collègue en disant « j'ai un patient, est-ce que je peux te l'envoyer ?» Et le médecin du privé va lui dire « attends, je regarde, oui, non », mais il n'y aura pas de contrainte. Donc tout ce qui est complexe, ce que dit la maire de Strasbourg, ce que disent aussi ses conseillers qui sont des médecins, tout ce qui est complexe reste dans l'hôpital public. Tout ce qui prend du temps reste dans l'hôpital public. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont complémentaires en fait. Et le privé va aller sur des missions qui sont plus faciles à assurer globalement et qui prennent moins de temps. Mais les agences régionales de santé, elles disent aujourd'hui, regardez, les besoins sont immenses. Et c'est vrai. Donc c'est compliqué de dire on ne va pas donner de lit au privé lucratif, alors qu'il y a des adolescents, et je le raconte moi-même dans mon documentaire, qui attendent des mois, voire des années pour être pris en charge. Donc c'est là-dessus que tout se joue, et qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas ouvrir du tout de lits, puisqu'on en manque. Mais là, la question, c'est pourquoi ouvrir autant de lits, donner autant de lits au privé lucratif, alors que dans le public, dans l'hôpital universitaire de Strasbourg, il y a, je crois, de mémoire, 14 lits. Donc d'un côté, 14 lits qu'on a beaucoup de mal à faire fonctionner, et de l'autre côté, 80 lits d'un coup. La vérité, elle n'est ni absolue, ni définitive. Le livre « Les Fossoyeurs » sur l'entreprise Orpea disait vrai sur les malversations dans cette entreprise, sur les malversations financières. Alors on a fait partir 50 de dirigeants, on a changé toute la gouvernance, le conseil d'administration, le comité exécutif, et on a remis et l'éthique et le soin au cœur de l'entreprise. Dans la psychiatrie, il n'y a pas d'investissement lourd en matériel. L'investissement, c'est l'humain, c'est le personnel. Donc, si vous voulez gagner plus d'argent, vous enlevez du personnel, c'est mathématique. Mais ce que j'ai observé, parce que j'ai eu connaissance de plusieurs conflits sociaux qui ont eu lieu dans des cliniques Emeis en psychiatrie, c'est que en fait, le personnel se plaignait d'un manque de personnel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils étaient de moins en moins nombreux. C'est le cas d'une clinique Emeis à Thionville, donc pas loin de Strasbourg, dans la même région, où au bout d'un an et demi, il y avait déjà 3 directeurs qui s'étaient succédés, alors qu'ils sont en CDI, et plusieurs infirmières qui avaient démissionné. C'est le cas aussi d'une clinique dans le nord de la France, la clinique Marie-Savoie, où il y a eu un conflit social, et c'est le cas d'une clinique à Cessin, en Isère, où il y a eu là une grève de 3 semaines, ce qui est extrêmement rare dans le privé, et où une réorganisation du travail était demandée par la direction, et selon les grévistes, cette réorganisation aurait impacté le nombre d'infirmiers de jour et de nuit. Les salariés de la clinique du Dauphiné, un établissement de soins psychiatriques basé à Cessin, sont en grève depuis lundi. Ils estiment que le nouveau management mis en place depuis le rachat de l'établissement par Orpea en 2020 les met en souffrance. Après la décision de leur direction de faire appel à d'autres collaborateurs du groupe pour pallier leurs absences, les salariés ont décidé de porter plainte pour atteinte à l'exercice du droit de grève. Donc voilà, c'est toutes ces questions qu'on soulève dans l'article. Et effectivement, une entreprise, elle est là pour faire du profit, c'est sa raison d'être. Emeis est une entreprise cotée en bourse, donc elle a des actionnaires. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de qualité du soin. On ne va pas leur faire un procès d'intention. Le docteur Berthoud, qui est le médecin coordinateur de cette clinique, est un médecin qui vient du public, qui a travaillé toute sa carrière dans le public, qui est reconnu par ses pairs, qui est apprécié. J'ai eu plusieurs fois échangé avec lui et je suis persuadée qu'il veut faire du soin de qualité. Toute la question, c'est de savoir s'il aura les moyens de le faire. Est-ce qu'il aura les moyens la première année, puis ensuite la deuxième année, la troisième année? Il peut y avoir du soin de qualité dans des cliniques privées, mais une entreprise est là pour faire du profit. Alors que l'hôpital public, on ne lui demande pas d'être profitable, on lui demande d'être à l'équilibre, on ne lui demande pas de générer des marges et du profit qui remontent à des actionnaires. J'ai contacté l'Agence régionale de santé Grand Est en avril dernier, en avril 2024, dans le cadre de ce documentaire pour France 5 SOS Jeunesse en détresse, puisque dans ce documentaire, j'aborde déjà
ce projet de clinique psychiatrique privée. J'ai été baladée pendant 1 mois et demi, j'étais sans réponse, sans même accusé de réception de mes demandes. Donc j'ai écrit en mettant en copie la directrice, en mettant en copie le directeur adjoint. J'ai appelé les gens sur leur 06 en leur demandant pourquoi ils me répondaient pas, etc. Et j'avais demandé toute une série de documents qui sont relatifs à ce projet de clinique Europsy, parce que quand on sollicite une autorisation, on doit déposer un projet. Donc il y a plein de documents qui sont en lien avec ce projet. Et au bout d'1 mois et demi, on m'a envoyé le projet territorial de santé mentale, qui est un document public que n'importe qui peut trouver sur Internet et qui décrit simplement l'offre de soins. Ça, c'est pas du tout le document que je demandais. Donc j'ai saisi finalement la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, et c'est comme ça que j'ai pu récupérer certains documents. Concernant l'attitude de l'agence régionale Grand Est et le fait qu'elle ne m'ait pas communiqué les documents spontanément, ce qui pose question quand même, c'est que ces autorisations qui sont délivrées à des groupes privés lucratifs, elles valent des millions d'euros. Ils en ont eu plusieurs. Ils ont eu une autorisation pour une clinique, pour jeunes adultes, pour adolescents. Ils ont eu 2 autorisations pour des hôpitaux de jour. Si jamais ils revendent ces établissements, ils revendront la valeur de ces autorisations. Par ailleurs, ils vont donc recevoir de l'argent pour faire du soin. Ils vont recevoir aussi une dotation d'amorçage, parce qu'ils vont pas être rentables tout de suite, ils vont monter en puissance progressivement. Donc, il est d'usage, et je sais que Laurent Guillot, le patron d'Emis, va demander une dotation d'amorçage si c'est pas déjà fait. Donc, tout ça, c'est de l'argent public. Donc, c'est difficilement compréhensible qu'une agence régionale de santé ne communique aucun document à des journalistes qui sont là pour informer les citoyens, alors que ça brasse énormément d'argent public. C'est ça que je trouve quand même dommageable et qui pose question. Autant d'opacité face à un dossier qui brasse autant d'argent public.